tourne à l'image, ça tourne au son. On adore ça en fait. Et voilà, nous y sommes, nous sommes le dernier mois de l'année, le mois de décembre, et comme d'habitude, je vais faire le bilan du mois qui a précédé, le mois de novembre. Le bilan de quoi? Des films, des documentaires, des séries que j'ai pu voir durant ce mois-là. Qui dit mois de décembre dit bilan de fin d'année aussi, dans un top 10, 11, 12, 14, 20 000, qui sera là très certainement pour le 1er janvier. En tout cas, je vais essayer de le sortir pile poil pour le 1er janvier 2025. Merci déjà à tous de m'avoir suivi cette année avec ces bilans-là et vos retours, vos commentaires, vos likes. C'est absolument incroyable, j'adore. J'adore cette petite truc. Je le rappelle, c'est un format qui est là pour vous donner des idées, picorer des choses et tout. Des fois, c'est pas très développé, des fois, c'est très développé, des fois, c'est trop développé. Mais en tout cas, ça permet donc d'avoir une espèce de répertoire comme ça à piquer dedans pour vous. Et puis pour moi, c'est une sorte de petit entraînement quotidien, mensuel, de travail, un peu de critique d'avis. Bref, passons au mois de novembre avec un petit film qui a eu un petit prix. C'est parti. Et donc ce petit film qui a eu un petit prix, c'est tout simplement la Palme d'Or de 2024, Anora, de Sean Baker. Donc déjà, je tiens à dire que je n'ai vu aucun autre film de Sean Baker, bien que je connaisse les titres et un peu quel est le style de ce cinéaste, mais j'en ai jamais vu, c'est mon premier. Et je crois que je vais rattraper un peu mon retard, puisque j'ai beaucoup aimé Anora. Je sais que c'est un film qui divise un peu, comme toutes les Palmes d'Or en général, mais je trouve que celui-là est quand même très efficace, puisque une des premières qualités que j'ai avec ce film-là, c'est son aspect, on pourrait dire, populaire. C'est-à-dire qu'il emprunte dans un classicisme américain qui est imbattable, c'est-à-dire une écriture qui suit un personnage de A à Z. C'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle comme le nom du personnage, Anora. C'est-à-dire que en tant que spectateur, on a déjà la petite puce à l'oreille pour se dire tiens, ça va être un personnage un peu complexe. Et justement, Sean Baker fait une description assez juste de cette stripteaseuse call girl de Little Odessa, ou plutôt du quartier de Long Island, qui est donc ce quartier russophone qu'on voit beaucoup dans les films de James Gray. Voilà, Sean Baker ne ferme pas les yeux, regarde en face la complexité d'un personnage de 22 ans dans ce contexte-là, avec ce métier-là, car c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est le côté social, on va dire, de ce film, qui est quand même assez rare dans le cinéma américain, il faut se le dire, quand même, qui regarde, du coup, le prolétariat le plus prolétaire, on va dire, c'est-à-dire, bon, bah, ces travailleurs du sexe, qui ne fait pas mine de pudeur ou de niaiserie. C'est-à-dire, ces personnages ont quand même beaucoup de défauts, Anora a beaucoup de défauts dans le film. Et donc voilà, déjà, il y a cette peinture comme ça, qui est super bien faite, qui est super juste, que beaucoup vont peut-être critiquer en voyant une espèce de voyeurisme dedans. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de nécessaire là-dedans. Puisque ce qui dérange, c'est pas vraiment le voyeurisme, mais le fait que tout est fait dans une espèce de bonne humeur, de joie quand même communicative dans ce film. C'est pas du tout un film plombant qui va nous expliquer que la vie c'est nul et le prolétariat c'est dur, mais qu'est-ce que c'est des bons gens au fond. Non, ce sont des gens qui ont beaucoup de défauts et qui leur arrivent des emmerdes de fou, mais qui le font, qui surmonte ça avec joie, en fait, avec joie et bonne humeur, et vitalité. Et c'est là la deuxième qualité donc de Anora, c'est qu'on retrouve ce cinéma un peu, j'allais dire un peu festif, mais en tout cas qui est proche d'une humanité joyeuse, optimiste, malgré des situations qui ne le sont pas du tout dans ce film-là. C'est comme ça que j'ai pensé en fait au cinéma de Jim Jarmusch ou même de Tarantino des débuts. On y retrouve un peu le même côté slow mode dans sa deuxième partie, en tout cas dans la deuxième partie d'Anora, on voit un peu ce côté un peu slow movie, voilà, des films de Jim Jarmusch, et l'extrême, comment dire, explosion de caractère qu'il pouvait y avoir dans les films de Tarantino. Bref, on trouve tout ce qu'il y a de meilleur, je trouve, dans le cinéma indépendant américain, et tout ça dans une espèce de profession de foi, j'ai l'impression, de Sean Baker, de montrer toujours les rapports de domination, de les regarder en face, et aussi ce schéma perpétuel que l'on fait, systémique, entre nous les humains dans ces sociétés-là, de bourreaux, victimes, sauveurs. Et comment il nous montre ça? C'est avec un deuxième personnage qui arrive dans la seconde partie, qui s'appelle Igor, et qui est en effet un personnage qui n'est ni un sauveur, ni un bourreau, ni une victime, qui se place un peu au milieu, et qui essaie de montrer une autre voie. Une autre voie qui est beaucoup moins cool, beaucoup moins dans l'espérance, dans le fantasme, mais qui est une voie humaine, simple, d'être là, maintenant. Bref, j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce film, mais aussi la mise en scène qui s'inscrit comme ça dans une espèce de continuité, ou en tout cas d'histoire du cinéma indépendant américain. On pense à Cassavetes qui dialoguerait avec Linklater en se bidonnant avec les Safdie ou Martin Scorsese. Il y a tout ça à la fois, et c'est ça qui fait que Sean Baker est
un vrai auteur américain comme on en voit peu, et c'était super cool, et l'actrice est formidable, qu'on a vu d'ailleurs dans le dernier Tarantino, c'est comme ça qu'on l'a découverte, enfin moi quand je l'ai découverte en tout cas. Tout ça, ça forme un film américain comme on n'en fait plus, et qui, bon, je sais pas si ça mérite ou pas sa Palme d'Or, mais en tout cas, moi, c'est un des très grands films de l'année. Voilà, j'ai trouvé ça formidable. Me go fuck myself, me fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, motherfucker! Et en parlant de films américains classiques, d'auteurs bien marqués que l'on voit directement dès les premières images, j'ai été voir Juré numéro 2 de Clint Eastwood, 96 ans, tout va bien, il continue à faire des films. Et bizarrement, parce que je vais quand même aller voir régulièrement les films de Clint Eastwood, je dis régulièrement parce que j'ai pas été voir son tout dernier qui était Cry Macho, ça me parlait pas trop. Mais celui-là, ouais, il me parlait et j'ai été le voir et c'est incroyable la vitalité de ce cinéaste, puisque Juré numéro 2 est plutôt un succès à mes yeux, dans le sens une réussite, pas un succès. Et d'ailleurs, c'est un succès au box-office en France, va savoir pourquoi. Moi je pense que c'est parce que on retrouve là, pareil, un prototype de film qui n'existait quasiment plus, qui est cette espèce de cinéma du milieu, qui n'est ni un blockbuster, ni un film intimiste, mais bien ce cinéma moyen, ce cinéma du dimanche soir, celui qu'on regarde en famille, celui qui est rassembleur, celui qui explique des choses de la société américaine, puisque c'est souvent des films américains qui étaient comme ça. C'est totalement ça qu'il y a dans Juré numéro 2, qui est un film qui par le biais d'une fiction un peu tirée par les cheveux, on va pas se mentir, qui est faite quand même de postulats et de rebondissements qui, si on s'attarde sur la véracité, sur la vraisemblance de tout ça, peut être discutée, mais qui dans le cadre d'un film qui explique en quelque sorte un système judiciaire et celui américain actuel, qui se pose les questions dessus par le biais donc d'une fiction un petit peu dans son genre, puisqu'en effet c'est un film qui fait directement référence à 12 hommes en colère et qui arrive à le contourner aussi, qui arrive en fait à dire oui c'est le même type d'histoire mais je te fais un petit twist dedans et on va raconter autre chose parce qu'on est dans une autre société en 2024, en 1958 je crois que c'était ça, 12 hommes en colère, mais on a aussi ce jeu sur les stéréotypes de chacun des jurés et des rebondissements à droite et à gauche sur le passé de ces jurés qui permettent de comprendre leur jugement hâtif qu'ils ont eu au départ. Mais c'est aussi un clin d'œil à Hitchcock, puisque c'est une histoire de vrais faux coupables, qui est d'ailleurs un film aussi avec Henry Fonda. C'est quand même, il y a peut-être un jeu cinéphile à faire là-dedans, mais j'irai pas plus loin. Où on joue aussi du suspense et de la connivence avec le spectateur qui sait que le juré numéro 2 a des doutes sur sa culpabilité propre. Donc du coup ce truc là c'est hyper galvanisant tout le long du film. En plus on apprend un peu de comment ça marche aux États-Unis et il y a ce truc qu'il y a aussi dans Anora de ne jamais quitter le personnage, mais qui va se décupler, se dédoubler dans un autre point de vue qui est celui de l'avocate de la victime. Je crois que c'est ça, je sais plus comment on dit. C'est pas le procureur du coup, c'est l'avocate de la victime. Et en fait du coup tout ça fait une sorte de petit manuel de la justice américaine et tourne dans une espèce de déclaration politique de Clint Eastwood qui est libertarien, un peu curieux, dans la toute fin du film et qui te rappelle que t'as un auteur derrière, qu'en fait, le film que t'es en train de voir, c'est un film de Clint Eastwood, bordel de merde, et ça pouvait pas se terminer autrement que comme ça, qui est un point d'interrogation aussi, Mais, à mes yeux, c'était vraiment un film de Clint Eastwood. D'ailleurs, c'est un film de Clint Eastwood aussi parce que c'est une réalisation, comme dans Anora, dans la manière dont est écrit le film, là c'est au niveau de la réalisation que c'est imbattable, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur les cadres, dans les cadres de ce qu'il y a hors champ, de ce qu'il y a en profondeur de champ, qui est toujours millimétré et absolument facile à lire pour tout le monde, et en même temps très intelligent. C'est vraiment une espèce de maîtrise de maître de l'art, de cet art-là. Il y a 2-3 mini défauts, mais en vérité c'est un film méga agréable à suivre, hyper questionnant sur beaucoup de sujets, et comme je vous ai dit, un film du dimanche soir, auquel on peut inviter ses parents, ses grands-parents, les enfants, et que ça passe crème, et que ça peut même créer des choses, des discussions. Et je crois qu'il n'y a pas plus meilleure ambition que ça, quand un film est réalisé. C'est d'ailleurs Billy Wilder qui disait ça, un autre grand auteur américain, qui disait que le but d'un réalisateur, c'est de créer une discussion d'au moins 30 minutes après avoir vu le film chez les spectateurs. Voilà, Juré numéro 2, c'est ce type de film. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour rester un peu dans la même vibe de film qui suit son personnage et qui est presque dans une espèce de relecture de l'âge d'or hollywoodien dans sa manière d'écrire et de rythmer sa réalisation, il y a un film qui m'a beaucoup étonné qui s'appelle Santosh,
qui est un film indien réalisé par Sandhya Suri, une réalisatrice dont c'est le premier film, je crois. Et si c'est pas le premier film, c'est le premier film qu'on peut voir ici en Occident et partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que, comme dans l'âge d'or hollywoodien, cette réalisatrice décide de parler d'un sujet autant de société que intime. Et là, on retrouve un peu Anora, d'une femme qui a perdu son mari, qui était policier, et il y a une sorte de loi là-bas qui permet aux veuves de pouvoir soit récupérer, entre guillemets, une dot en fonction de ce qu'avait le mari, ou de reprendre son travail carrément. La loi permet ça. Donc, du jour au lendemain, pour un peu garder son indépendance aussi, Santosh, c'est le nom de cette femme, décide de devenir policière à la place de son mari défunt. Va s'amorcer au milieu de ça un film d'enquête totalement dans le genre, et c'est là où on retrouve finalement cette fameuse écriture américaine imbattable, c'est-à-dire que pour raconter le deuil, une société en mutation et aussi le parcours d'un personnage profond, un peu complexe, on passe par le film policier tout simplement. Et d'ailleurs c'est un peu une des choses qui est un peu moyenne dans le film. J'ai beaucoup aimé ce film, mais c'est vrai que l'enquête elle est pas très folichonne. Il n'y a pas un twist un peu particulier, une saveur particulière. Non, on est dans un truc qui ne joue pas sur les rebondissements de ça, et c'est normal. Parce que le sujet le plus intéressant, on le comprend avec la dernière image aussi du film, c'est Santosh, c'est ce personnage, c'est ce parcours de femme, c'est cette quête d'indépendance, cette extraction d'une communauté qui est quasi impossible, que l'on suit et qui rappelle non pas l'âge d'or hollywoodien, mais peut-être le cinéma plutôt du nouvel Hollywood des années 70. Ce qui est absolument étonnant dans un film indien, parce qu'on est habitué aux films indiens grandiloquents, avec des scènes d'action, des trucs, des machins, beaucoup de naïveté parfois dans les relations humaines qui sont montrées. Là, on est dans un truc hyper âpre, hyper direct, qui te parle de le problème de la police, de la sécurité là-bas, de la corruption, mais qui te le montre de manière réaliste, très 70s dans l'esprit. Donc voilà, c'est hyper admirable comme film, ça se suit super bien, c'est vraiment, je vous le recommande, je l'ai vu en VOD. Par contre, une petite chose, c'est que le film est voué à l'international, mais il y a quand même 2-3 références à la culture indienne qui, moi, m'ont échappé sur le moment et qu'il a fallu que je mette sur pause pour voir ce que ça voulait dire, notamment qu'est-ce que voulait dire un bijou au nez. Malheureusement, je ne savais pas ce que ça voulait dire pour une femme dans la culture. Alors là, pour le coup, ils sont du côté, je crois, de New Delhi. Je sais plus, mais du coup ça a toute son importance dans l'expression du parcours de ce personnage, de comment elle évolue. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il faut savoir de la culture indienne, mais pour tout le reste, c'est complètement, c'est universel, intemporel, et c'est super. Santosh, je vous le conseille, c'est un truc qui m'avait attiré, et en effet c'est un très bon film. D'ailleurs, en termes de réalisation, ça paraît très classique, comme ça, très fait pour l'international, mais en fait, il y a vraiment des petites choses qui sont très très maîtrisées, notamment un jeu sur la profondeur de champ, où il y a toujours quelque chose qui se passe au deuxième, au troisième plan, et qui sont les choses les plus importantes, en fait, pour l'évolution du récit et de la caractérisation du personnage. Bref, Santosh, c'est un premier film, ou en tout cas un film d'une jeune cinéaste qui est très très prometteur et qui était super cool à suivre, donc je vous le conseille, Santosh. Trouvable en VOD notamment. Autre film que j'ai un peu rattrapé de 2024, qui était une comédie, c'est rare que je vous parle de comédie ici, mais celle-là j'avais un peu envie de la voir, je sais pas trop pourquoi, qui s'appelle Heureux Gagnant, qui est un film à sketch et qui est donc réalisé par 2 réalisateurs qui sont Maxime Govard et Romain Choay, c'est comme ça qu'on dit, Choay peut-être. Film à sketch donc sur le thème de oh là là, du jour au lendemain je gagne au loto, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a plein de situations qui sont mises en exergue dans ce film, et pas des moindres, puisque dès le début nous sommes avec quelque chose d'absolument absurde, de quelque chose qui est trop abusé et qui donne carrément le ton pour tout le reste du film, parce que c'est un film qui va diviser un peu, en tout cas en termes de comédie, on voit pas vraiment ça dans la comédie française, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'abusé, de quelque chose qui est entre les As et les Nouveaux Sauvages. Très clairement, le film est inspiré par ce film à sketch de Damian Sifron. C'est un absolu classique, film argentin à sketch qui est pince sans rire, enfin pas qui est pince sans rire, qui gratte dans le mauvais sens du poil, on va dire. Bien c'est un peu pareil. Dans ce film à sketch, donc Heureux Gagnant, il y a l'exploration de qu'est-ce que l'argent, notre rapport à l'argent aujourd'hui, notre rapport au succès, à la réussite. Et ça va pas de main morte, puisqu'il y a beaucoup de situations qui sont quasi interdites à aborder, notamment
notamment en France, et qui a d'ailleurs sûrement attiré tous les acteurs qui est dans ce film pour jouer des situations qui sont parfois très borderline en fait, très borderline dans ce qu'ils abordent. En tout cas voilà, tout n'est pas parfait dans ce film, comme dans tous les films à sketch, mais il y a eu beaucoup de moments où ça quand même ça m'a fait rire et où je me suis dit tiens, on est un peu comme dans South Park, le bon vieux South Park en tout cas de l'époque, c'est non, on n'a pas le droit de parler de ça, non, on n'a pas le droit de montrer ça, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est sale gosse, c'est ça que je me retiendrai dans ce film, c'est vraiment un film de sale gosse. Malheureusement, la petite chose qui m'a un petit peu énervé dans ce côté impétueux comme ça, de vraiment d'irrévérencieux, c'est que ça s'empêche pas de faire des morales un petit peu à la fin de chaque sketch, des morales qui parfois veulent ne rien dire, hein, qui sont un peu des morales un peu déceptives, mais quand même, il y a une espèce de vouloir toujours mettre un point final. C'est qui était la différence avec les Nouveaux Sauvages, qui nous laissaient toujours sur un goût amer à chaque fin de sketch, un goût amer qui était drôle, voilà. Mais voilà, heureux gagnant, c'est rare en France qu'on ait de l'humour comme ça fait penser à Alex de la Iglesia aussi, dans cette espèce de folie furieuse, de grossièreté parfois. Donc si ça vous tente, si vous avez un peu la ref de ce genre d'humour, franchement c'est à tenter. Franchement, c'est à tenter, il y a des trucs assez drôles. Voilà. On va plus chez mamie. Mais on s'en branle de mamie. Mais t'avais dit qu'elle allait bientôt mourir. Eh ben, on lui achètera un joli petit cercueil et puis c'est tout. Et ce mois-ci, j'ai rattrapé un autre film de genre français qui n'est pas de la comédie. Attention, ça peut arriver aussi en France. Qui est un film d'action et qui s'appelle Elias de Florent Emilio Siri. Florent Emilio Siri qui est un auteur, un réalisateur que je suis en fait depuis très longtemps, depuis Need Gap en tout cas, et que j'ai toujours trouvé excellent, si ce n'est dans ses derniers trucs, entre Marseille et le film qu'il avait fait avec Dubosc que j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Je me disais que c'était impossible qu'il revienne sur le devant de la scène, surtout avec les grands trucs qu'il a fait avant, notamment L'ennemi intime, des films exceptionnels dans sa filmographie. Et il revient donc avec un pur film d'action, Elias, avec Roche Dizem en pur grand personnage d'action. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si le film s'appelle Elias, c'est le nom du personnage principal, et c'est un personnage très intéressant qui m'a fait penser comme ça à une espèce de personnage de BD en live, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une relecture de Rambo dans ce personnage. C'est un ancien soldat atteint de PTSD qui est capable de défoncer tout sur son passage après s'il a pas pris ses cachets, quoi. Et en même temps, on est dans un truc un peu complexe qui rappelle un peu le samouraï de Melville, un truc, ces personnages un peu crépusculaires, lugubres, qu'il pouvait y avoir dans un certain cinéma de genre à l'européenne. Ce personnage dans le film, parce que je vais vous faire un petit peu le pitch, est donc atteint de troubles comme ça, donc il peut pas du tout vivre sa vie après avoir fait la guerre, jusqu'à que un de ses anciens collègues soldats, lui propose un boulot de protection d'une famille iranienne, et au milieu donc de cette famille, de ce grande demeure et tout ça, il y a une sorte de jeu de complot, de dupe qui va commencer à s'amorcer et auquel tout le long du film, et c'est une des très grandes qualités de l'écriture de ce petit film en fait, qui n'a pas coûté très cher, c'est que avec un personnage atteint de troubles psychologiques de cette sorte, on se pose la question en tant que spectateur tout le long si c'est une fantasme du personnage de Roche Dizem, Elias, ou si c'est la vraie réalité qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment un jeu avec le spectateur tout le long que j'avais rarement vu et qui est vraiment très fun à suivre. En plus de plusieurs scènes d'action qui sont parmi les meilleures scènes d'action de cette année, et c'est dans un film français, donc super. Je pense à une séquence dans une caravane qui joue de ce trouble avec le personnage qu'on a avec le spectateur, où on se demande toujours ce truc-là, et la violence totale de cette espèce de scène d'action dans un endroit très réduit comme ça, où nos émotions de spectateur vont droite à gauche dans tous les sens, on se demande si c'est hyper fun ce qu'on est en train de regarder ou absolument dégueulasse. Et qui nous rappelle du coup notre positionnement devant un film d'action. Moi je trouve ça prodigieux, vraiment, même virtuose dans l'idée. Le film n'échappe pas quand même à certains stéréotypes du cinéma d'action que vont critiquer tous les gens qui n'aiment pas les films d'action. Mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé un peu, c'est qui dit gamin dans un film, dit gamin qui joue mal. Il y a des moments où moi ça m'a un peu sorti du film, je vous l'avoue. Mais globalement, c'est un film qui va toujours dans un endroit où on n'y s'y attend pas, malgré le stéréotype qu'il façonne, qu'il met en œuvre dans ce film. Je pense notamment à l'utilisation des décors. Il y a plein de décors qui sont très galvaudés dans ce genre de cinéma, mais qui pourtant, et c'est une des choses qui m'a rappelé une des grandes forces de Florent Emilio Siri, c'est donc de toujours trouver un regard différent sur ces décors,
C'est des décors qui sont très présents dans le cinéma populaire. Donc voilà, un retour en force de ce cinéaste dont je vous conseille de regarder sa filmographie et son dernier film qui est voilà, un super film à regarder si vous aimez le cinéma d'action. Si vous aimez pas le cinéma d'action, vous allez peut-être vous faire chier, je sais pas, mais c'est des codes et c'est un genre qu'il faut des fois un peu se desserrer le slibard et juste apprécier ce qu'on est en train de voir et voir Rouge disait me péter des bouches. Il y a un truc un peu cool en vrai. C'est quoi la suite? Et autre film que j'ai rattrapé pendant le mois de novembre et qui est un film qui a donné un peu du fil à retordre à tout le monde en termes d'avis. J'ai vu qu'il y avait des avis très très différents selon ce film. C'est le successeur de Xavier Legrand, second film de Xavier Legrand qui avait reçu un succès immense avec son premier film qui était Jusqu'à la garde. Enfin immense par rapport à la dimension du film puisqu'il a reçu des Césars, tout le monde avait apprécié ce film. Pour ma part, Jusqu'à la garde n'est pas un film que je trouve bon de A à Z, mais je trouve que pour un premier film, bien évidemment que c'est hyper impactant, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait dedans et que j'arrive pas à mettre le point dessus. Je sais pas si j'ai envie de mettre le point dessus, c'est juste un film que j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même été voir ce successeur en VOD et ce film a aussi énormément de défauts et son principal défaut c'est de faire de la rétention d'informations un peu trop souvent. C'est-à-dire que là où la critique, les avis des spectateurs se divisent complètement, c'est au moment où le personnage dans le film se voit obligé à faire un truc ou pas, où on comprend pas sa réaction en fait. On comprend pas sa réaction par rapport à un truc qui se passe, oui, parce qu'il y a un gros rebondissement au milieu du film, et je vous laisse la fraîcheur de ça. Alors qu'en fait, nous en le regardant en tout cas sur notre télé avec en VOD, on a pu se poser la question à voix haute. Non mais pourquoi ? Et en fait, le pourquoi, il y a sa réponse en fait dans le film avant, sauf que ça a tellement pas été appuyé que finalement on comprend pas dans le flow du film cette réaction. Je sais pas si c'est pas un peu trop mystérieux ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est un peu à l'image du film. Parce que donc, le successeur, comme son nom l'indique, je vais vous le pitcher un peu quand même, suit en fait un personnage unique. Le scénario décide de suivre un personnage unique, qui est le personnage de créateur de mode, joué par Marc-André Grondin, qui est un acteur québécois qui souvent a été confondu avec Gaspard Huliel dans sa jeunesse, parce que notamment dans le dernier jour du reste de ta vie, mais qui est bien un acteur québécois qui est exceptionnel dans ce film, j'y reviendrai plus tard. Donc on suit ce créateur de mode qui est donc dans un tournant dans sa carrière puisqu'il va reprendre une grande maison après la mort de l'ancien créateur de mode. On imagine un espèce de Yves Saint Laurent avec Karl Lagerfeld et ça serait le nouveau, voilà tout ça, donc le successeur. Et en même temps, il apprend la mort de son père avec qui il n'a aucun contact depuis des années et il doit donc gérer à la fois la succession de cette maison de mode et l'enterrement de ce père qui habite au Canada, au Québec, puisqu'il est québécois à la base, dans le film aussi, il ne cache pas ce truc-là. Et va se trouver un espèce de rebondissement incroyable de ce qu'il va découvrir en allant sur place pour gérer l'enterrement. Donc voilà, comme je disais en préambule, le scénario, il s'appuie sur un personnage unique, on est dans sa tête, on le suit, on le colle au basque, et pourtant, il n'y a pas assez d'informations qui nous est données sur comment il réagit par rapport aux choses, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est un truc où on regarde ça et on se demande, mais il est dans quel état véritablement? Et pourtant, c'est dit, mais trop subtilement, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas pu m'empêcher de penser à Tar, qui est un de mes films préférés de l'année dernière, un de mes films préférés des 10 dernières années, qui montrait pas à pas la relation de ce personnage par rapport au pouvoir, par rapport aux autres, par rapport à l'amour, au sexe, à tout plein de sujets pour pouvoir nous amener à toutes les réactions over-abusées qu'elle peut avoir à des moments clés du récit. Malheureusement, voilà, dans ce film-là, il y a quelque chose qui à la fois qui est mal maîtrisé en termes de rythme. Il y a aussi une autre chose qui m'avait dérangé au début, c'est qu'il y a beaucoup de musique et à des moments même inopportuns qui ne permettent pas aussi de se focus sur peut-être des détails importants. Mais j'ai compris bien plus tard, et c'est ça où quand même Xavier Legrand est un très très bon cinéaste, c'est que plus tard il y a beaucoup de silence, il n'y a plus de musique. Et à la réapparition de la musique, c'est une musique comme on ne l'attend pas. C'est clairement une chanson de Michel Fugain, pour tout vous dire. Et il joue avec les sentiments, mais de manière
absolument folle. À la manière un peu de Florent Siri, comme je vous l'ai raconté pour Elias, une espèce de grand 8. On est entre la tristesse la plus totale en tant que spectateur et en même temps une certaine ironie où on a envie un peu de rigoler, quoi. Rien que pour cette scène, je crois que Le Successeur est un film à voir. C'est très très fort, ce moment-là. Il est très très fort. Du coup, en conclusion, je dirais que Le Successeur est un peu un exercice de style qui, peut-être, il méritait pas un film entier, peut-être plutôt un moyen-métrage. Je pense que ça aurait bien marché en moyen-métrage, un truc de 45 minutes, un truc comme ça. Puisque, il travaille son petit manuel de Hitchcock. Il y a le suspense est fou, il y a une gestion du tempo qui est assez intéressante, qui est assez bizarre même par rapport au cinéma d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même un peu de légèreté, en tout cas dans la caractérisation du personnage principal, qui est complètement comblé, il faut le dire quand même, par l'interprétation de Marc-André Grondin, qui y met tout. Il met tout dans ce personnage-là, et ça nous fait avaler la pilule, hein, pour la plupart. Et donc j'arrive pas à savoir encore si j'aime ce film, en fait. Mais je sais pas si j'ai passé un bon moment. Mais il y a 2-3 scènes qui sont intéressantes. Faites-vous votre avis, vous me direz. Vous êtes en danger, monsieur? Vous pouvez parler? Autre film où je suis un peu dubitatif, qui est sorti pendant le mois de novembre et qui est un film aussi français, c'est Le Royaume de Julien Colonna, qui je crois est le premier film de Julien Colonna. Un film qui se passe en Corse, où on suit une jeune fille de 14 ans, je crois qu'elle a 14 ans dans le film, qui est tout simplement la fille du parrain du coin et qui va devoir du coup aller se cacher quand beaucoup de choses vont se faire en termes politiques et d'attentats dans cette belle île de la Corse. Et donc nous allons suivre dans Le Royaume un peu l'évolution de cette rébellion, terrorisme, on ne sait pas trop, par les yeux d'une fille de 14 ans. C'est ça un peu la proposition, la promesse du début, qui tourne en fait assez rapidement dans un film de père-fille, de relations filiales, de daddy issues, hein, même on peut dire. Parce que Le Royaume, c'est un film qui, par sa bande-annonce et sa promesse de départ, me donnait envie. Et au final, j'étais un peu déçu. Même un peu, je me suis un peu ennuyé en fait devant ce film. Malgré une première scène, une intro que j'ai trouvé formidable. Incroyable, je vous laisse pareil la fraîcheur, moi je trouvais ça génial. Ça me faisait penser au cinéma de Stefano Sollima, donc l'auteur de Gomorrah, mais aussi d'un truc hyper âpre, hyper... Et en fait après on se retrouve dans une sorte de After Sun en Corse. Donc des très beaux plans, on est dans la jeunesse, un regard sur le père, un truc comme ça. Et il y a quand même 2-3 scènes qui vont devenir, je pense, iconiques par rapport au sujet. Mais globalement, le film, je l'ai trouvé un peu poussif. Malgré donc ce début, 2-3 scènes au milieu, et la toute fin, qui là, je me suis dit, pourquoi c'est pas arrivé avant? J'aurais aimé que ça arrive un peu avant, et qu'on s'attarde un peu plus sur ce truc-là qui est à la fin. Autre défaut qu'il y a dans le film, c'est que personnellement, j'ai trouvé à certains moments que ça jouait pas juste, qu'il y avait un défaut de direction d'acteur, notamment chez cette jeune actrice qui est sûrement amateur, hein, qui a sûrement été castée comme ça, qui a un charisme de malade, mais qui parfois, dans les répliques qu'elle doit jouer, ça fonctionne pas. Et je me suis posé la question longtemps après le film de me dire pourquoi ça fonctionne pas, et je me suis dit c'est tout simplement que Julien Colonna a décidé de faire un film au travers des yeux d'une fille de 14 ans, et sauf si je me trompe, Julien Colonna n'a jamais été une fille de 14 ans, et ça se voit. Peut-être que le film aurait été encore plus juste s'il avait choisi que ce soit un jeune homme de 14 ans, et que donc il appose ses souvenirs à lui dans ce personnage-là. Là, il y a un truc où je comprends pas trop. Là où dans After Sun, il y a un regard très juste, puisque on sent que la réalisatrice a mis beaucoup d'elle dedans. Reste qu'il y a quand même des tronches assez incroyables, notamment celui qui joue le père, qui est assez bon en fait comme acteur. Il y a une séquence perruque, soirée, karaoké qui est assez cool. De la part de cet acteur. Bref, j'ai pas compris trop l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce film, si ce n'est qu'il y a beaucoup d'images évocatrices, mais que mis dedans, moi j'ai pas capté. Je suis pas rentré dedans. Dommage, c'est très beau. Muy emoji. Alors, pendant le mois de novembre, j'ai pu rattraper une lacune que j'avais d'un cinéaste que j'aime par-dessus tout et qui s'appelle Tsui-Hark, et c'est Le Festin chinois, qui est très loin des films habituels que peut faire Tsui-Hark, qui est quand même connu pour le cinéma d'action, pour du cinéma qui est plutôt violent, expérimental. Un de mes films favoris, c'est The Blade de Tsui-Hark. Je trouve
trouve ce film formidable, bien qu'il est un peu particulier. Et là, Le Festin chinois, non, c'est plutôt une espèce de comédie. Je dis une espèce de comédie parce que pendant le film, je comprenais pas trop ce que je regardais, et je crois que ça fait partie du délire de ce film. On est dans une espèce de shonen, comédie graveleuse, comédie musicale chelou, enfin il y a un truc très chelou autour de la cuisine, et jusqu'à que je comprenne à la toute fin, comme me l'avait fait la montagne du tigre, la bataille de la montagne du tigre, qu'en fait, ce film vient d'une tradition hongkongaise, on peut dire même chinoise, du film de Nouvel An. Comme nous, on a les films de Noël en Europe, les films de fin d'année, qui sont voilà, des espèces de comédies à la noix, où il y a des histoires d'amour un peu rocambolesques pendant la période de Noël. En Chine, il y a toujours une tradition de films qui passent à la télé, qui sont les films de Nouvel An, qui sont des films qui doivent rassembler tout le monde autour de la table en regardant ce truc-là. Et Le Festin chinois, en fait, s'inscrit dans cette tradition-là. Et je l'ai compris à la toute fin parce que il y a une séquence de banquet avec toute l'équipe, je dis même technique du film, qui fait un trink avec le public à la fin. Truc improbable là. Mais voilà, à partir de là, quand vous connaissez ce contexte-là, franchement, on peut se desserrer le slibard et regarder le film avec beaucoup de joie et de circonspection, on va dire, à certains moments, puisque c'est de l'humour improbable. Et au milieu de ça, des idées de mise en scène, de mouvements de caméra, comme on n'en voit plus et comme seul Tsuark sait faire. Il filme ça comme tous ses plus grands films en costume, quoi. Il y a un truc là-dedans où tu te dis, il y a beaucoup trop d'idées visuelles pour un truc aussi bordélique. Bref, vu mon hilarité autour de ça, c'est quand même un film que j'ai beaucoup apprécié et qui me reste en tête comme un truc improbable, mais c'est quand même assez dur à aborder, je l'avoue, quand même. Mais il y a 2-3 idées et 2-3 blagues qui sont cool dans Le Festin chinois. Mais ça, il faut arrêter de déconner, c'est pas le chef-d'œuvre de Tsuark, quoi. J'ai durant ce mois de novembre aussi rattrapé un truc qu'on m'a conseillé depuis des années et qui s'appelle Velvet Goldmine de Todd Haynes, film que je n'avais jamais vu alors que y avait tout pour me plaire dans ce film, puisque c'est un film qui aborde la période de glam rock des années 70 avec David Bowie, T-Rex, Marc Bolan, tout ça, toute cette musique-là, par le prisme d'une fiction qui fait semblant en fait de ne pas dire que en fait c'est une sorte de biographie fantasmée de David Bowie à cette époque. J'avais complètement raté ce film de Todd Haynes qui est absolument culte et que beaucoup de gens apprécient, et je me rejoins à eux. C'est absolument incroyable, c'est un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film sur cette période, et sans jamais nommer les acteurs vraiment de cette période. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui mélange le fantasme à la réalité, la comédie musicale au film de biopic, mais de manière très prodigieuse, très bien maîtrisée et conçue, au point où la forme même du film rend hommage à cette période-là. Il y avait déjà chez Todd Haynes, qui est donc l'auteur aussi de May December cette année, cette approche soap opéra, cette approche un peu vulgose parfois, mais qui va faire rebondir avec quelque chose de très juste, très vrai, très dans l'art direct. Et donc il y a tout ce jeu-là tout le long de Velvet Goldmine. Il y a un casting absolument hallucinant. On a Christian Bale, on a Ewan McGregor, on a Jonathan Rhys-Meyer, avant son personnage de Matchpoint, qui lui redonne un rôle totalement hétéro, alors que là, il est beaucoup plus fluide, on va dire, qui joue tout simplement l'avatar de David Bowie. Et c'est donc Todd Haynes qui se projette dans le personnage de Christian Bale, qui est une espèce de journaliste qui va enquêter sur un avatar de David Bowie, auquel on lui prêterait une aventure avec un avatar de Iggy Pop mélangé à Lou Reed. C'est la fête. C'est la fête, ce film, c'est incroyable. Il y a une BO assez cool, bien évidemment, puisque ça reprend plusieurs chansons de cette époque-là et des inventions pour le film. C'est là où il y a le côté comédie musicale. Il fait référence autant aux pochettes d'albums que à des films comme Phantom of Paradise, que je vous ai déjà parlé là. Ça ne fait pas, ça ne passe pas à côté de tout ce qu'il est possible de prendre dans cette culture-là. Et donc du coup, ça fait un film ultime de glam rock. Si vous aimez cette période, en tout cas si vous voulez vous y intéresser, ce film est quand même assez ultime, c'est assez incroyable. Voilà, Velvet Goldmine, nouveau film culte dans la besace, c'est parti, allez hop. Why? Because the secret of becoming a star is knowing how to behave like one. Hey kids, let's put on a show.
Precisely. Et pour terminer, je vais vous parler rapidement d'un documentaire que j'ai vu ce mois-ci, qui est le Noma au Japon, qui en titre original s'appelle Ants on a Shrimp, réalisé par Maurice Dekers. Je sais pas s'il s'appelle Maurice ou Maurice, je sais pas. Documentaire qui, comme son nom l'indique, parle de ce restaurant qui a été 5 fois de suite le meilleur restaurant du monde, qui est le Noma, qui est au Danemark, je veux pas me tromper, et qui a un chef un peu bizarre qui s'appelle René Redzepi, et qui fait plein d'expérimentations, notamment de mettre des fourmis sur une crevette, comme son nom original le dit. Et donc ça suit globalement comment, à un moment, pour se renouveler, il a fermé le Noma, donc le restaurant au Danemark, ce restaurant méga réputé, il n'y a pas plus réputé que ce restaurant-là, pour en ouvrir un au Japon, à Tokyo. Donc une espèce de défi ultime pour ce restaurateur-là. Donc le documentaire est une espèce de d'éco-trip, parfois un peu gênant, parfois un peu bizarre à voir parce qu'on a l'impression qu'ils se donnent des airs, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme ça pour de vrai. Il y a un côté à la fois dur, mais normal parce qu'il y a une pression énorme sur leurs épaules de en un mois ouvrir un restaurant qui a la réputation de meilleur restaurant du monde, mais dans un autre pays. Mais voilà, on s'attarde beaucoup trop, je trouve, dans le c'est trop dur, ouah, je suis trop fort, et on s'attarde pas assez sur les recettes qu'ils font et qui est le titre du documentaire qu'on voit en expédié à la toute fin, où on se dit waouh, c'est incroyable tout le cheminement qu'il y a eu pour arriver à ce plat là. En fait on le voit pas dans le film, donc documentaire pour les fanatiques de René Redzepi, sinon passez votre chemin en fait. Et voilà, c'est la fin de ce bilan du mois de novembre. Plusieurs films à aller picorer à droite à gauche, plusieurs trucs assez énormes que j'ai vus ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit en introduction, ne devrait pas tarder mon top de la fin d'année des meilleurs films que j'ai appréciés pendant cette année 2024. Je vous remercie encore énormément pour toute votre attention durant cette année, des commentaires, des likes que vous avez apportés à ce genre de vidéo. C'était pas gagné d'avance. J'ai totalement fait ça de manière improvisée et j'ai continué parce que vous étiez là. Donc continuez à être là. C'est un exercice que j'apprécie de plus en plus à faire et j'y trouve un vrai plaisir, voilà, à faire ça. N'hésitez pas à partager si vous trouvez ça partageable, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, ça c'est très très important. Et puis voilà, je vous dis à l'année prochaine pour parler du mois de décembre, c'est quand même assez bizarre. Et surtout, à très bientôt pour le top des meilleurs films de 2024. Mais si vous suivez toutes les vidéos, vous commencez à savoir peut-être lesquels. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Reposez-vous bien avant d'entamer 2025. Et je vous dis ciao Internet.